On dit toujours que la tragédie surgit de nulle part, qu'elle vous prend par surprise. Mais si je suis honnête, la mienne est arrivée lentement, comme une fuite d'eau derrière un mur, pourrissant les choses silencieusement de l'intérieur. Je suis Élise, j'ai 34 ans, je suis professeur de musique. Mère d'une fille de 15 ans qui est plus intelligente et plus mature émotionnellement que la moitié des adultes que je connais. Et jusqu'à récemment, j'étais marié à Julien. Nous étions des amours de lycée. Premier baiser dans la salle de musique, première fois pour tout, en fait. Je suis tombée enceinte une semaine après la remise des diplômes et nous n'avons pas hésité. Nous nous sommes mariés, avons emménagé dans un petit appartement près de chez mes parents, et nous avons construit ce que nous pensions être une vie. Pendant des années, nous avons été heureux, ou du moins c'est ce que je croyais. Nous nous asseyions à la table du dîner avec notre fille, Léa, nous passant la purée de pommes de terre tout en rigolant de n'importe quelle bêtise qu'elle avait dite ce jour-là. Nous n'avions pas d'argent, mais nous avions des routines, des rires, du réconfort. Il m'envoyait des messages juste pour me dire que je lui manquais. Mais le bonheur ne part pas toujours avec fracas. Parfois, il se dissout. Cela a commencé quand Léa avait environ 10 ans. Julien a commencé à travailler tard. D'abord une fois par semaine, puis 2. Il disait que c'était pour des verres de réseautage ou des dîners d'équipe, les fins de semaine étaient remplies de parties de golf et de séminaires. Il rentrait toujours à la maison. Il m'embrassait toujours sur la joue, mais quelque chose dans ses yeux était vide, absent. J'ai essayé de ne pas insister. Je me suis dit, il est fatigué, stressé, la situation économique est difficile. Tout le monde est sur les nerfs. Il n'a jamais changé de travail, jamais changé de département. Je lui demandais qui il rencontrait, et il répondait, personne que tu connais. J'essayais de paraître encourageante, mais ma voix sortait toujours trop douce, comme si même moi je ne me croyais plus. Finalement, les nouvelles se sont résumées à de froids messages textes. Je mange tard. Ne m'attends pas, j'ai arrêté de mettre 3 assiettes pour le dîner. Léa l'a remarqué aussi. Elle n'a rien dit, mais je l'ai surprise plus d'une fois en train de vider discrètement son assiette dans la poubelle. Nous nous sommes créés notre propre monde, soirée cinéma, catastrophe en pâtisserie, duo de piano tard dans la nuit. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Pourtant, il me manquait. Même quand je me détestais de le regretter. Je suis professeur de musique. J'enseigne le piano depuis que j'ai 16 ans. Pendant des années, j'ai rêvé d'ouvrir mon propre studio, juste une modeste pièce dans notre future maison, insonorisée avec de la place pour un piano à queue. J'avais même choisi des échantillons de peinture une fois, des murs bleus doux, des étagères flottantes pour les métronomes et les livres. Mais nous vivions toujours en location, et le rêve est resté plié dans un coin de mon esprit. Un samedi matin, j'ai décidé de parler. Julien était à la maison, chose rare. Léa avait passé la nuit chez son amie Chloé. Nous étions seuls dans ce silence étrange qui remplit une maison quand l'adolescente est sortie. Il faisait défiler son téléphone dans la cuisine. J'ai posé son café sur le comptoir. Il n'a pas levé les yeux. « Salut », ai-je commencé doucement. J'ai réfléchi. Peut-être qu'on devrait envisager d'acheter. Il a cligné des yeux. Acheter quoi? Une maison. Même quelque chose de petit. Quelque chose que nous pourrions appeler nôtre. Léa grandit et j'adorerais installer un vrai studio à la maison. Il a ri. Pas un petit rire, un rire sec et moqueur. Élise, j'ai 36 ans. Si nous contractons un prêt hypothécaire maintenant, nous serons endettés jusqu'à la retraite, en supposant même que nous y arrivions. Et de toute façon, nous avons raté le coche. On est censé acheter quand son enfant est petit. L'élever là-bas. Quel est l'intérêt maintenant? J'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'est pas une question de Pinterest. C'est une question d'indépendance. De sécurité. Tu détestes payer un loyer. Il a attrapé ses clés. Je ne veux pas parler de ça. Nous n'en avons pas les moyens. Fin de la discussion. Et puis il est parti. Pas de baiser, pas d'au revoir. Le café est resté là, intact. Cette nuit-là, je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, regardant la pluie. Léa était toujours sortie. Je ne savais même pas si Julien allait rentrer. Je n'avais pas eu de ses nouvelles de la journée. À 22h30, j'avais vérifié mon téléphone une douzaine de fois. À 23h, je faisais les 100 pas.
Et puis j'ai fait quelque chose qui me semble encore surréaliste. J'ai attrapé mes clés et je suis monté dans la voiture. Il ne m'avait pas demandé de venir le chercher. Je ne savais même pas où il était avec certitude. Mais je me suis souvenu qu'il avait mentionné nonchalamment le train de banlieue plus tôt cette semaine, quelque chose à propos de Varenville. C'était une impulsion stupide, mais il me manquait, tout simplement. Notre relation me manquait. Peut-être que je pensais que s'il me voyait l'attendre là, cela réveillerait quelque chose. Que nous rentrerions à la maison en silence, mais pas un silence de colère. Peut-être que nous parlerions. Peut-être qu'il me dirait où son cœur était parti. Je me suis garé près de la gare, à un pâté de maison du quai. Il pleuvait toujours, une de ces bruines fines qui rend tout flou. Le parking était presque vide. Je me suis adossé à mon siège et j'ai fixé l'écran des arrivées qui brillaient à travers le pare-brise humide. Un train est entré en gare. Des gens en sont sortis au compte-gouttes. Et puis je l'ai vu. Julien. Il est descendu du train, portant le même manteau gris qu'il portait toujours. Sa démarche était décontractée, à l'aise. Mais il n'était pas seul. Une femme marchait à ses côtés, tenant un parapluie rouge. Elle était jolie de cette manière douce et professionnelle, manteau beige, talons bas, rouge à lèvres discret. Et un garçon. 5, peut-être 6 ans, portant un sac à dos jaune vif avec un requin dessus. La femme a dit quelque chose. Julien a ri. Puis il l'a embrassée. Pas sur la bouche. Et le garçon a tendu la main et a attrapé celle de Julien comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Un bourdonnement a commencé dans mes oreilles, le genre qui bloque le son et les sens. Je n'ai pas vu le feu passer au rouge. Je n'ai pas vu le camion arriver de la gauche. Je me souviens seulement du choc, de la façon dont mon corps a été soulevé, du fracas du métal, du verre et des os. Et puis rien, juste le noir, comme si je tombais dans la partie la plus profonde de l'océan. La première chose que j'ai sentie, c'était le froid. La deuxième, l'absence. J'ai essayé de bouger mes jambes. Une seule a réagi. La panique m'a enserré la poitrine comme une corde. J'ai baissé les yeux, j'ai retiré la couverture et j'ai hurlé. Ma jambe gauche avait disparu. Nettement coupée sous le genou. Aucun avertissement, aucun bandage pour cacher l'horreur. Juste de la gaze lisse et un espace vide. Une infirmière est entrée en courant. Puis Léa. Elle pleurait et essayait de ne pas me le montrer. « Tu es réveillé » a-t-elle murmuré, en écartant une mèche de cheveux de mon front. Oh, Dieu merci. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma voix s'est brisée comme une feuille sèche. Il y a eu un accident. Un camion près de la gare. Bien sûr. La gare. Je ne me souvenais pas de l'accident, juste du moment d'avant, le parapluie, le baiser. Je vais chercher le médecin, a dit Léa rapidement. Et je vais appeler papa. Elle était partie avant que je puisse parler. Les heures suivantes sont devenues floues. Les médecins parlaient d'un ton doux de traumatisme nerveux, de survie miraculeuse et d'ajustement de vie. J'acquiesçais mais n'entendais rien. Je ne pensais pas aux prothèses ou aux fauteuils roulants. Je pensais à la main de ce petit garçon dans celle de Julien, à la facilité avec laquelle il avait embrassé cette femme. 3 jours plus tard, j'ai quitté l'hôpital et on m'a poussé dans notre appartement en fauteuil roulant. Tout ce que je faisais autrefois sans y penser, cuisiner, prendre une douche, me déplacer d'une pièce à l'autre était maintenant une épreuve. Notre cuisine était trop étroite. La salle de bain était un labyrinthe. Mon fauteuil roulant éraflait les murs, m'écorchait les phalanges, se coinçait dans les tapis. Julien a essayé au début. Il rentrait plus tôt, a cuisiné quelquefois, m'a même proposé son aide pour m'habiller, mais cela semblait creux, superficiel, comme s'il cochait une case pour que personne ne puisse dire qu'il n'avait pas essayé. Il évitait mon regard. Il ne me touchait jamais. Une fois, je l'ai surpris grimaçant lorsque je lui ai demandé de l'aide pour me mettre au lit. « Je suis désolé », ai-je murmuré, humilié. Il a juste dit « Ne t'en fais pas », et il est sorti de la pièce. Léa faisait de son mieux. Elle préparait du thé, gonflait les oreillers, me vernissait les ongles, mais je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. J'avais l'impression de l'avoir déçue, comme si la moitié de moi était morte, et que l'autre moitié ne savait plus comment être une mère. J'ai commencé à dériver, sommeil le jour, engourdissement la nuit.
Un mardi après-midi, Julien est entré, a jeté ses clés sur le comptoir et m'a regardé avec le même ton détaché qu'il utilisait avec les représentants du service client. Je pense que nous devrions nous séparer. Je l'ai regardé, abasourdi. Tu es sérieux? Je n'y arrive pas, Élise. Tu es différente maintenant. Tout ça est trop lourd. Les émotions constantes, l'impuissance. Je n'ai pas signé pour être un aide-soignant. J'ai ressenti ces mots comme des pierres. Je n'ai pas signé pour perdre une jambe, Julien. Il a haussé les épaules. Je ne vois juste pas l'intérêt de faire traîner ça. Nous sommes tous les deux malheureux. J'aurais dû crier, hurler, exiger des réponses, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, d'accord. Il a cligné des yeux. Vraiment? Tu veux un divorce? Tu l'auras. Mais tu viendras avec moi pour le dire à tes parents. Sa mâchoire s'est crispée. Quoi? Pourquoi? Parce que je leur ai donné 20 ans de ma vie. Ils méritent de l'entendre de nous deux. Il a hésité, puis a hoché la tête. D'accord. Demain. Demain, ai-je acquiescé. Mais j'avais un plan. Cette nuit-là, pendant que Léa dormait, je suis allé dans le placard et j'ai sorti une boîte dont Julien avait probablement oublié l'existence. À l'intérieur se trouvaient les vieux disques durs et les cartes SD de notre voiture précédente, une caméra de tableau de bord que j'avais insisté pour avoir il y a des années après un accident évité de justesse. Quand nous avons échangé l'ancienne voiture l'année dernière, il n'a jamais pris la peine d'effacer les anciens enregistrements. Mes doigts tremblaient en insérant la carte SD dans mon ordinateur portable. Et c'était là, les images de la nuit de l'accident. La pluie striant le pare-brise, la lueur du quai, et puis Julien, le parapluie rouge, la femme, le baiser, l'enfant. J'ai mis l'image sur pause, j'ai zoomé. Clair comme le jour. Ce n'était pas juste une petite amie. C'était une autre famille. J'ai rembobiné encore et encore, regardant jusqu'à en avoir la nausée. Et puis je me suis souvenu de ce moment juste avant l'accident. Je l'avais vu. Mon cerveau avait verrouillé cette image dans un traumatisme. Maintenant, elle revenait, aussi tranchante que du verre brisé. J'ai passé les heures suivantes à fouiller, courriel, vieilles factures de téléphone, relevés bancaires. J'ai tout recoupé. Puis j'ai appelé un détective privé. Au matin, j'avais plus que des images. J'avais des adresses, des noms et des certificats de naissance. Le garçon s'appelait Léo, sa mère, Amélie. Elle recevait de discrets virements du compte de Julien depuis plus d'1 an. Ils avaient un bail commun pour une maison de ville dans une autre banlieue. Services publics, meubles, frais de scolarité prépayés. Il ne s'était pas contenté de me tromper. Il avait recommencé sa vie. Et j'avais payé le prix de l'avoir découvert. Le lendemain, Julien m'a aidé à me rendre en fauteuil roulant chez ses parents. Isabelle a ouvert la porte, son sourire se figeant en me voyant. « Oh, ma chérie, ma pauvre chérie. » Laurent est apparu derrière elle. Nous voulions passer à l'hôpital. Ce n'est rien, ai-je dit doucement. Je suis juste contente que nous puissions passer maintenant. Nous nous sommes assis dans le salon. Julien gigotait. Alors, ai-je dit, en croisant calmement les mains. Nous sommes ici parce que Julien aimerait demander le divorce. Isabelle a eu un hoquet de surprise. Quoi? Julien s'est éclairci la gorge. Ce n'est rien de dramatique. Les choses ont changé. Élise. Eh bien, elle est différente maintenant. Je ne pense juste pas, tu ne penses pas quoi, a interrompu Laurent. Que ce soit juste pour l'un ou l'autre d'entre nous, a lâché Julien. Elle est handicapée, ai-je dit doucement. Le mot est handicapé. Isabelle avait l'air bouleversée. Ma chérie, nous ne savions pas, ce n'est pas grave. Vraiment. Je comprends. Julien veut partir. Je ne me battrai pas, Julien a poussé un soupir de soulagement. Mais avant de signer quoi que ce soit, ai-je ajouté, il y a quelque chose que j'aimerais que vous voyiez. J'ai sorti l'ordinateur portable de mon sac et j'ai ouvert l'écran. J'avais monté la séquence à 30 secondes, assez pour tout dire. S'il vous plaît, regardez attentivement, leur ai-je dit. Isabelle et Laurent se sont penchés. Julien a froncé les sourcils. La vidéo a commencé. Puis, quai, parapluie, baiser, l'enfant tendant la main vers celle de Julien. J'ai mis l'image sur pause. Silence.
Laurent a cligné des yeux. Julien? C'est. Ce n'est pas Léa, a murmuré Isabelle. J'ai tourné l'écran vers Julien. Tu ne pensais pas que je me souviendrais. Tu pensais que l'accident avait tout effacé. Son visage est devenu livide. Tu m'as dit que j'étais dramatique, un fardeau. Tu voulais un divorce à cause de ça. J'ai tapoté ma cuisse. Mais la vérité, c'est que tu ne voulais tout simplement pas te faire prendre. Laurent s'est affalé lourdement dans son fauteuil. Isabelle a couvert sa bouche. Julien a bafouillé, tu as fouillé dans mes affaires? J'ai souri. Non. J'ai fouillé dans les miennes. La pièce était silencieuse. Isabelle fixait l'image vidéo en pause. Julien, son fils, était figé à l'écran avec une femme et un enfant qu'aucun de ses parents ne reconnaissait. Les mains de Laurent étaient crispées sur ses genoux, sa mâchoire serrée. Julien n'avait toujours pas parlé. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement. Il s'appelle Léo, ai-je dit, d'une voix égale. Il a 6 ans. J'ai vu le certificat de naissance. J'ai vu les virements bancaires. J'ai vu le bail de la maison de ville où ils vivent. Service public partagé, école partagée. Elle a inscrit Julien comme contact d'urgence. Isabelle a eu un hoquet comme si on lui avait coupé le souffle. J'ai engagé un détective privé, ai-je ajouté. Il a tout trouvé en quelques jours. Julien menait une double vie. Élise, la voix d'Isabelle s'est brisée. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Je ne suis pas venu ici pour des excuses. Je suis venu ici pour de la clarté. Je me suis tourné vers Julien. Tu m'as menti. Tu as abandonné ta famille. Tu m'as fait me sentir comme un poids mort pendant que tu élevais un deuxième enfant comme si le nôtre n'avait jamais existé. Et quand je t'ai surpris par accident, tu m'as laissé me faire percuter par un camion. Julien a tressailli. Tu savais que je t'avais vu, ai-je continué. J'ai vu la façon dont tu t'es figé. Tu savais que je me souviendrais, un jour ou l'autre. C'est pour ça que tu as tant insisté pour un divorce rapide. Tu pensais pouvoir t'en tirer sans rien. C'est vrai, ça? A murmuré Isabelle. Julien a finalement parlé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Ça a juste dégénéré. Ça a coûté une jambe à quelqu'un, ai-je dit d'un ton neutre. Ça a failli me tuer. Personne n'a bougé. Puis j'ai pris une profonde inspiration. Mais je ne suis pas ici pour te détruire. Tout le monde a levé les yeux. Je suis ici pour un marché. Julien a cligné des yeux. Un marché? J'ai hoché la tête. Tu veux un divorce? D'accord. Je signerai les papiers aujourd'hui. Je ne rendrai rien public. Je ne le dirai pas encore à Léa. Je te donnerai ta seconde chance avec ta nouvelle vie toute brillante. Il a penché la tête, méfiant. Quel est le piège? Il n'y a pas de piège, ai-je dit calmement. Juste un prix. Isabelle avait l'air paniquée. Combien veux-tu? Je me suis tourné vers elle, en gardant mon ton doux mais ferme. Je ne veux pas d'argent. Je veux l'indépendance. Une maison qui m'est adaptée maintenant. Un espace où je peux enseigner, gagner ma vie, me déplacer librement. Tu veux dire un nouvel appartement? A demandé Isabelle. J'ai secoué la tête. Une maison sur mesure, accessible en fauteuil roulant. De plein pied, à air ouverte, sans escalier, avec des portes larges, une cuisine conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite, et un grand studio avec une insonorisation adéquate, un bon éclairage et un piano à queue Yamaha. Julien a ricané. Ça va coûter des centaines de milliers d'euros. Je me suis tourné vers lui, mon expression glaciale. Alors tu ferais mieux de te mettre au travail. Isabelle a regardé son fils, puis moi. Tu garderais vraiment le silence pour ça? J'ai hoché la tête. Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche une vie. Laurent s'est levé lentement. Nous allons le faire. Julien s'est étouffé. Papa. Nous allons le faire, a répété Laurent en le fixant. Et tu feras les paiements jusqu'à ce que chaque centime soit remboursé. 3 mois plus tard, je suis entré en fauteuil roulant dans le hall de ma nouvelle maison. C'était tout ce que j'avais imaginé pendant les longues nuits d'insomnie après l'accident, des planchers en bois chaleureux, aucun seuil,
des comptoirs escamotables, un éclairage intelligent que je pouvais contrôler avec ma voix, des barres d'appui dans la salle de bain, des rampes déguisées en allées de jardin, et surtout, de la lumière. Tellement de lumière. Au fond se trouvait le studio. Mon studio. Une pièce spacieuse et insonorisée avec des murs bleus, des bancs à hauteur réglable, des rangements pour les partitions, et un piano à queue Yamaha tout neuf. Sa surface polie reflétait le doux soleil du matin. Il y avait un petit coin salon pour les parents, des étagères avec des livres et des instruments, et la touche de Léa, un tableau en liège rempli de dessins de mes premiers nouveaux élèves. Parce que j'avais des élèves maintenant. Beaucoup d'élèves. Le mot s'est répandu rapidement à propos d'une professeure de piano qui enseignait depuis un fauteuil roulant, qui comprenait le rythme et la résilience. Je suis devenu une sorte d'histoire dans la communauté, non pas un spectacle, mais un symbole. Et Léa s'épanouissait. Elle se portait volontaire pour aider pendant les leçons, assistant discrètement les nouveaux enfants trop timides pour parler. Elle a apporté son propre clavier dans le studio et s'entraînait à côté de moi quand ma journée se terminait. Un soir, elle m'a dit, « Je veux aller dans une école de musique. Peut-être même ouvrir un deuxième studio avec toi un jour. » J'ai pleuré silencieusement pendant qu'elle parlait, mais elle ne l'a pas vu. Elle était trop occupée à dessiner les contours de son rêve. Quant à Julien, je l'ai vu exactement une fois après que la maison a été terminée. Il est passé avec un chèque, une partie de l'accord. Il était plus mince, plus pâle. Les cernes sous ses yeux s'étaient creusées. « Je dois déposer ça », a-t-il dit, en tenant l'enveloppe comme si elle le brûlait. Je l'ai prise sans un mot. « Léa ne répond pas à mes messages », a-t-il ajouté après une pause. « Elle connaît les bases », ai-je dit. « Que tu as été infidèle. Que tu es parti. » Elle ne veut pas de détails. Elle ne veut juste pas de mensonges. Il a dégluti. « Et Léo ?» J'ai haussé un sourcil. « C'est ton problème maintenant. » Je n'ai pas claqué la porte. Je ne l'ai pas insulté. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il ne m'avait jamais rendu visite à l'hôpital, ou pourquoi il n'avait jamais avoué, ou pourquoi il pensait que j'étais trop brisé pour valoir la peine d'être gardé. Je n'en avais pas besoin, parce que j'avais déjà tout ce qu'il avait jeté. Journal d'Élise, 6 mois plus tard Léa et moi avons regardé le coucher de soleil depuis la terrasse ce soir. Elle a joué une nouvelle mélodie qu'elle est en train d'écrire, quelque chose de lent, plein d'espoir. Mon studio a une liste d'attente. Des enfants rient dans mon couloir. La maison sent les bougies aux agrumes et les partitions de musique. Ma jambe a disparu, mais pas moi. Je suis là. Je joue encore. J'enseigne encore. J'avance encore.